François Marchandise, je suis cofondateur d'une association qui s'appelle la FING et qui existe depuis 22 ans, depuis début 2000, et qui travaille depuis pas mal d'années sur la prospective des transformations numériques. En gros, qu'est-ce que le numérique change dans la société de façon très très généraliste, aussi bien sur des questions du travail, des questions environnementales, des questions de démocratie, des questions liées aux données, à l'intelligence artificielle, etc. Et puis, depuis le début, des questions d'inclusion. Alors peut-être Clément dit qui tu es. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Donc moi je m'appelle Clément Mabi, je suis chercheur, je suis maître de conférence à l'UTC de Compiègne, c'est une école d'ingénieurs, et moi je suis dans leur laboratoire de sciences sociales, et mes recherches portent en fait sur les relations un peu plus précisément entre numérique et démocratie. Moi en gros, dans le panel des qu'est-ce que change le numérique, je m'intéresse à la manière dont l'usage des technologies, leur déploiement, comment ça interroge, comment ça transforme l'évolution de nos rapports à la citoyenneté, à la politique, aux élections, et plus largement comment ça transforme notre culture du débat public. Et à travers ces recherches, un des angles morts majeurs que j'ai pu identifier et qu'on voit émerger, c'est bien la question de l'inclusion numérique. Et donc j'ai ouvert des terrains, je m'intéresse aussi et j'accompagne beaucoup des démarches d'inclusion numérique. Une des raisons qui nous a paru spécialement stimulante dans l'organisation de cette soirée, c'est que ça fait des années qu'on parle, à la fin des années 90, on parlait de fracture numérique. Depuis 2005-2006, maintenant, le terme consacré, c'est inclusion numérique, pour des tas de bonnes raisons, parce que fracture était résumer le sujet à l'accès ou non au numérique, alors qu'on voit que la plupart du temps, c'est les fractures principales de la société, c'est les formes d'exclusion économique et sociale, et parfois même c'est des enjeux positifs qui sont derrière, hein, Jacques Omerty l'a bien dit tout à l'heure, et donc on se rend compte que la plupart du temps, quand on parle de ces sujets-là, on parle très très peu simultanément de démocratie, de citoyenneté, de participation, etc. Et donc c'est, je pense, une des très rares fois, on a essayé de le faire en petit comité il y a 1 an, mais justement avec des acteurs d'Occitanie, c'est une des très très rares fois qu'on voit se croiser ces domaines qui devraient aller ensemble, dire parler d'inclusion sans parler de citoyenneté, ou parler de ces sujets qui engagent tout le monde sans consulter les intéressés en premier. C'est peut-être une erreur qu'on fait depuis longtemps, celle de ne pas avoir suffisamment la société civile à bord des choix en matière numérique. Et précisément, je pense que c'est la chose par laquelle je voulais commencer pour ma part, c'est comment ça se fait qu'on ait aujourd'hui peut-être notre mot à dire, numérique, je m'exprime, sur des sujets où on a l'impression que c'est quelque part des geeks américains qui sont en train de bidouiller dans leur coin à leur manière, et qu'on n'a pas notre mot à dire, ou que c'est des très grosses entreprises avec une grosse bulle spéculative en face de qui on est. Donc moi j'arrive avec vraiment la conviction que il y a aujourd'hui devant nous des choix en matière de numérique, qu'en fait on est allé au bout de ce qu'on pouvait avoir du côté d'un numérique subi, et que c'est l'heure d'un numérique choisi, et qu'il se trouve que, alors d'une part, il faut en faire le diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas, sur quels endroits est-ce qu'on veut faire des choix, etc. Et quel levier on a, est-ce que vraiment on est en mesure de faire ces choix-là, avec la conviction qu'aucun acteur ne peut rien tout seul, mais que précisément vous êtes ici à un endroit, ça a été dit, dans lequel il y a un écosystème riche et intéressant, et le fait de mailler cet écosystème, le fait de relier un ensemble d'acteurs, et puis aussi le fait de relier ce que vous faites à ce qui se fait à d'autres endroits, c'est des choses qui potentiellement peuvent faire boule de neige. Et peut-être aussi, en guise d'introduction, ce que j'aurais aimé partager avec vous, c'est, on a déjà beaucoup dit ce soir le mot numérique. Inclusion numérique, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben voilà. Je ne comprends rien de quoi vous parlez, je ne sais pas. Je n'ai rien compris de ce que vous dites. Eh ben on y va. Les premiers mots, vous expliquez inclusion numérique, et je peux comprendre. J'y venais juste. Excusez-moi, j'ai complètement mal. Je ne bosse pas, donc je ne sais pas. Et vous avez bien raison, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que le numérique? Parce qu'on le manipule beaucoup, et c'est devenu un peu ce qu'on appelle un mot valise. C'est-à-dire qu'en fait, on le dit tous,
mais on met plein de choses derrière. On met ce qui est relié à nos téléphones, on peut mettre ce qui est relié à l'ordinateur, on peut mettre ce qui est relié à des applications, à des sites, à tout un tas de choses. Et en fait, il y a des réalités extrêmement variées. La base, qu'est-ce que c'est? C'est du calcul. Le numérique, c'est de la puissance de calcul. Et c'est du calcul, donc c'est de la statistique qu'on utilise pour optimiser un service. C'est-à-dire que c'est un truc d'ingénieur. Pour rendre un service plus efficace, on fait un calcul qui va nous permettre de faire le meilleur choix. C'est ça, le numérique. Et l'effet de cette optimisation, quand c'est utilisé par des gens, eh bien, c'est censé rendre leur usage plus efficace. Et qu'est-ce que ça veut dire, plus efficace? Souvent, ça veut dire plus rapide. Ça veut dire que ça a tendance à venir accélérer des dynamiques sociales. C'est-à-dire que quand on fait les choses, eh bien, on va les faire plus vite avec du numérique. Ça, c'est un des effets majeurs. Alors, on peut s'en féliciter par certains aspects, mais le problème, c'est que finalement, cette rapidité, cette efficacité, on se rend bien compte qu'elle est extrêmement inégalement répartie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont bien s'en tirer, d'autres qui vont beaucoup moins bien s'en tirer. Et donc, si le numérique peut être un outil qu'on appelle de mise en capacité d'agir, ça vous donne des outils pour mieux agir, c'est aussi un outil incroyable de mise en incapacité d'agir. C'est-à-dire que ça va éloigner des gens du service. Et il faut, une fois qu'on a compris ce que c'était que le numérique et l'enjeu qui est derrière, pourquoi on insiste autant sur la question de l'inclusion? Eh bien, on se rend compte que le modèle dominant dont parlait Jacques François, ce modèle du numérique qu'on pourrait qualifier de subi, en tout cas qui s'est diffusé partout, il est maintenant partout. On a du numérique un peu partout, et jusque-là, on pourrait dire pourquoi pas si ça rend plus efficace. Le problème, c'est que dans plus en plus de domaines, il devient incontournable. C'est-à-dire qu'il y a des services auxquels on n'a plus accès si on ne passe pas par du numérique. Et à partir du moment où on se dit que c'est incontournable, on a nécessairement une réflexion sur qui on embarque, en fait. C'est-à-dire que si on a conscience que le numérique qu'on manipule peut être un facteur de mise en incapacité d'agir, comme on disait tout à l'heure, un facteur d'exclusion, si on le rend indispensable, si on ne peut plus passer par autre chose, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont du mal à y avoir accès? Ça pose des questions de société, ça pose des questions de cohésion sociale, ça pose des questions de est-ce qu'on accepte une société à plusieurs vitesses où certains vont bénéficier de services de qualité accélérés, améliorés, et d'autres vont devoir avoir un mode dégradé, maintenant qu'on va dire avec le Covid. Voilà les enjeux derrière la question de l'inclusion numérique. Le numérique, c'est un truc qui nous fait aller plus vite, plus fort, mais on se rend bien compte que, finalement, c'est un outil qui est presque trop puissant pour beaucoup de nos services. Et du coup, on a une vraie problématique autour de comment on fait pour embarquer dans ces dynamiques numériques et comment on fait pour embarquer ceux qui n'ont pas de facilité pour y aller. Votre approche, il me semble, un petit peu partielle. Historiquement, vous avez raison. Pour aller plus vite, enfin, des calculs compliqués, etc., vous avez raison. Et ça pose un problème à ce moment-là pour les personnes qui veulent utiliser leur capacité technique. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à l'aide, c'est-à-dire à l'utilisation. Je prends un exemple. Il n'y a pas 10 jours, il y avait une réfugiée ukrainienne. Évidemment, on ne parlait pas ukrainien. On parle au smartphone, en français, et on arrive à dialoguer avec elle, parce qu'instantanément, ça traduit en ukrainien. Bon, alors, effectivement, là, ce n'est pas une question de capacité. Tout le monde peut le faire. C'est une question de maîtrise. Admettez qu'un jour, cet outil, volontairement ou involontairement, dise autre chose que ce que vous voulez dire, vous ne le maîtrisez pas. Mais c'est incontestablement un progrès colossal. Parce que je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, sauf en temps de guerre, on va transformer le français en ukrainien de manière erronée. Vous voyez, donc il y a cette approche aide, utilisation. Et là, ça pose d'autres problèmes de maîtrise totale de l'outil, ça pose aussi des problèmes d'espionnage, pour utiliser un mot un peu fort, c'est-à-dire que tout ce qui aide est un outil, on le sait, pour surveiller, etc. Ça a toujours été vrai dans l'histoire. Donc c'est plus vrai que jamais. Oui, alors merci de cette remarque, c'est extrêmement important. Je pense que, en effet, historiquement, on a un numérique qui est venu de l'informatique. Ce qui s'est joué ces 25 dernières années,
c'est que le numérique est devenu un objet social. C'est-à-dire que si les uns et les autres on s'en sert, s'il y a des usages du numérique, la plupart du temps, c'est des usages qui se décrivent par des fonctions d'accès à la connaissance, de relation à l'autre, de relation à l'administration, etc. Donc, souvent, on raconte aujourd'hui le numérique comme un fait social, voire un fait social total, parce qu'il s'est infiltré dans tout un ensemble d'actions qui n'ont rien à voir avec le numérique. Et potentiellement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aide? On a besoin d'aide parce que autant le numérique des débuts était pris par des gens qui avaient de l'appétit pour, qui pouvaient avoir le souhait de bricoler avec, s'en servir, jouer, fabriquer des choses nouvelles, programmer, etc. Autant la massification du numérique donne des phénomènes comme celui par lequel Jacoberti a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire la dématérialisation des procédures administratives. Je prends cet exemple parce qu'il est vraiment sur la ligne de crête. Hein. Jacoberti a dit, en même temps, c'est bien pratique. Et c'est vrai. Simplement, moi, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai conçu servicepublic.fr, que vous utilisez peut-être, le portail de l'administration française. Et à l'époque, on se disait, il ne suffit pas de mettre de l'info en ligne, il faudrait quand même qu'on puisse se débarrasser des vieux formulaires, faire les démarches sans avoir à se déplacer, avoir des horaires étendus, etc. Qu'est-ce qui s'est joué et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit, oula, risque de non-recours au droit, problème pour les gens qui ne sont pas habitués avec le numérique, etc. Ce qui s'est passé, c'est la généralisation du numérique. C'est le fait que en 2017, on a dit en 2022, 100% des démarches administratives seront dématérialisées, et en gros, c'est presque vrai. Et le problème, c'est pas qu'elles soient dématérialisées, c'est que le passage par le numérique soit devenu obligatoire. Il y a une énorme différence entre les démarches en ligne dématérialisées et la dématérialisation obligatoire. Si c'est un choix de plus, c'est super. Si c'est un choix qui s'articule correctement avec les canaux habituels, etc., si ça aide à ce qu'on ne fasse pas la queue au guichet, qu'on ne soit pas devant la mauvaise porte, qu'on soit bien orienté, etc., je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Et donc le numérique obligatoire, ça produit un premier effet qui est, même s'il n'y avait que 5% des gens, et il y en a plus que ça, qui étaient en difficulté avec les démarches administratives en ligne, ça serait grave. Parce que la plupart du temps, ça serait à des moments de leur vie où il s'agit tout simplement de bénéficier d'une aide avec laquelle ils vont manger ou se loger, ou de faire face à un événement de vie particulièrement important, où j'ai besoin de parler à 10 administrations, ou etc. Et c'est des moments où j'ai besoin de ne pas être seul en face d'une machine. Donc, quelque chose se joue derrière ça. On néglige parfois le fait que c'est d'abord la fracture administrative qui est en cause dans le non-recours au droit. C'est d'abord le fait que vous et moi, on ne comprend toujours pas le millefeuille administratif français, quelle porte il faut pousser, qu'est-ce que c'est que cet acronyme, etc. Et donc c'est le premier sujet sur lequel, y compris sur votre territoire, il y a des endroits qui sont en position d'orientation, d'aiguillage et de faire des propositions nouvelles, et parfois ils le font grâce au numérique. Dans les années 90, les maisons de service public, il y avait des études qui disaient qu'elles voudraient avoir Internet, parce qu'elles pourraient avoir une info à jour et éventuellement aider vraiment les gens. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, il y a Internet, on a parfois accès aux dossiers, et les problèmes suivants viennent, c'est-à-dire des problèmes, comme vous le dites, de sécurité des données, et ce genre de choses qui vont intervenir. Donc, les questions sont devenues plus compliquées, et le sujet clé, c'est que si je suis seul en face de ces questions, je m'en sors moins bien que si nous y répondons ensemble, ou que si j'ai de l'aide. Donc, il y a de l'aide. Les acteurs qui se sont présentés tout à l'heure, à chaque fois, racontent des formes de médiation, d'accompagnement, ou des cadres collectifs pour que les choses se fassent ensemble. Ce qu'on a identifié dans nos travaux de recherche, c'est que le self-service, le fait de dire tiens, il y a tel outil qui est là, il y a tel service qui est là, etc., est très clivant socialement. C'est-à-dire que c'est un facteur d'exclusion sociale, le fait de dire débrouille-toi, ça va supposer d'avoir ce qu'on appelle un capital social, un capital culturel,
d'avoir appris à apprendre, appris à s'informer, savoir s'orienter, etc. Et donc, le numérique vient faire une chose qui s'appelle la désintermédiation. Il enlève les intermédiaires. C'est super si je sais m'en servir sans intermédiaire. C'est épouvantable dans des circonstances de la vie ou dans des situations dans lesquelles j'ai au contraire super besoin d'un intermédiaire. Bonsoir. Moi, j'ai quand même un problème par rapport à ce qui est dit parce que je sépare l'utilisation du numérique de, entre guillemets, ce qui relève de l'administration du service public. Et je pense qu'on a quand même un vrai souci qui est du numérique dans le service public, pourquoi pas, mais qu'on garde de l'humain. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que, alors, par expérience, puisque j'ai quand même fait un peu d'informatique dans mon boulot, je sais que tout n'est pas parfait dans ce qu'on est fait au point de vue numérique. Et ça, c'est un des vrais sujets aujourd'hui, c'est de considérer que parce que c'est numérique, on ne peut rien faire. C'est comme ça, ça c'est déjà un vrai problème. Quand on sait que globalement, sur 100 lignes de code, il y en a une de fausse. Donc ce qui veut dire que des erreurs, il y en a beaucoup dans les systèmes. Je prends un exemple tout bête. À un moment donné, dans le cadre du Covid, ça marche pas aussi, c'est bon. Dans le cadre du Covid, le gouvernement a décidé, les gens qui ont eu le Covid auront un pass vaccinal s'ils ont un Covid de moins de 6 mois. Bon. Bêtement, j'essaye pour ma femme d'obtenir son certificat. Et là, le système SIDEP vous répond, déjà une erreur de login quand on utilise France Connect, ça permet de marcher quand on utilise le mail lié au test, mais on vous dit, ah ben oui, mais le RGPD nous interdit de garder les données plus de 3 mois. C'est fabuleux. Bêtement, on appelle, puisqu'il y a un numéro support qui vous dit, ah ben on n'a pas de solution. C'est bloqué, le système est bloqué parce qu'il y a des choses contradictoires qui ont été votées entre le RGPD d'une part qui interdit de garder les données plus de 3 mois et un gouvernement qui vote une loi qui dit qu'au moins de 6 mois vous avez droit à un pass sanitaire. Et personne ne s'était posé la question. Et des choses comme ça dans le numérique aujourd'hui, dans l'administration numérique aujourd'hui, on y est confronté tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir tous les cas et on a supprimé l'humain qui permettait de mettre l'huile dans les rouages. Ça, je crois qu'on est tout à fait d'accord avec vous. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la question du numérique dont on parle aujourd'hui, c'est au-delà des outils, quoi. C'est-à-dire que les outils, quand ils se déploient, cette puissance de calcul dont je parlais, ces outils, les applications et les usages qu'on en a, ils trimballent avec eux des imaginaires, des représentations, une culture en fait du numérique. Et un des éléments de cette culture, et notamment d'un certain nombre de choix qui ont été faits d'orientation dans les modèles dominants, c'est de dire, bah, le numérique, en fait, on va accentuer des effets à la fois individualisants, dans les pratiques, c'est ce que disait Jacques François, et puis un autre aspect, c'est qu'on a tendance quand même à survaloriser ce qu'il peut faire. On nous survend l'efficacité de ces fameux outils, notamment pour justifier des coûts de moyens humains, etc. Et puis, un autre effet que ça a, c'est que ça a tendance à décrédibiliser les alternatives, notamment le numérique. Comme si les choses n'avaient plus de sens quand elles ne sont pas numériques. Et cette combinaison-là crée un cercle relativement infernal. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah, on met des outils, mais au final, on se rend compte qu'ils ne marchent pas si bien que ça. Mais en fait, on a supprimé l'accompagnement, donc on est en difficulté. Et en même temps, on est dans une posture où on ne sait pas trop quoi faire si on ne fait pas part du numérique. Et donc, du coup, la question sociale, politique derrière ça, c'est comment on casse cette boucle. Tout comme on se pose la question du climat ou de l'effondrement de la biodiversité, en fait, l'état d'esprit dans lequel on est, quand on présuppose et qu'on n'en discute pas qu'il faudrait que la puissance de calcul des ordinateurs continue de doubler tous les 2 ans, il y a des tas de présupposés qui sont peut-être faux. Hein, cette course à la croissance des moyens numériques, en fait, si on commence à la contester, on se demande où s'arrêter. Parce que c'est tout un système, en fait, économique. Hein. C'est pas que la croissance des moyens numériques. C'est si on commence à penser que finalement les emprunts à la banque, ils dépendent, ils ne sont possibles que si c'est toute la société qui est en croissance générale économique. Du coup, en fait, il y a énormément de remise en question pour rendre le numérique humain vivable. Il y a peut-être une remise en cause beaucoup plus profonde que ce qu'on croit de l'imaginaire dans lequel on baigne, que la technologie serait neutre
alors que la technologie ne serait peut-être pas neutre en fait, et donc il faut assumer qu'il y a un choix qui soit fait fondamentalement. Alors j'ai appris que dans le milieu de l'inclusion numérique, il y a un terme qui commence à émerger qui s'appelle numéricien. La grosse différence entre un informaticien et un numéricien, c'est qu'un numéricien ne sait pas du tout coder. Par contre, il va s'intéresser aux usages de l'informatique. C'est quelqu'un qui est un professionnel des usages du numérique. Et donc, c'est quelqu'un qui va permettre cette forme de médiation et qui va peut-être faciliter une forme de nouveau consensus vers des usages qui apparaissent comme étant porteurs, même s'ils sont au début pas majoritaires. Donc je pense que c'est ça l'enjeu, c'est d'identifier et d'avoir suffisamment d'intelligence collective pour trouver des choses qui sont des signes faibles dans la démocratie et qui sont appelés à transformer finalement un imaginaire qu'on croyait immuable, qu'on croyait aller de soi parce que c'est peut-être le mouvement de la vie biologique, elle se développe. Et donc il y a un petit côté peut-être inquiétant à se dire, tiens, est-ce qu'on risque pas d'aller dans le déclin si on cesse de croître? Alors, merci beaucoup de votre intervention. Vous voyez pourquoi on cause là? On cause parce qu'après, vous avez des ateliers qui sont dans le cadre d'une concertation citoyenne, et là, on est en train de commencer à mettre ensemble du charbon dans la machine. Nous, on met que le nôtre, vous mettez le vôtre, et c'est très bien comme ça. Je rebondis sur ce que vous venez de mentionner, avec effectivement le fait que depuis ses débuts, le numérique en tant que marché, c'est vraiment orienté vers du toujours plus, alors toujours plus de capacités techniques, toujours plus de fonctions, toujours plus de services, etc. Et que probablement on a besoin de se poser la question, non pas du plus, mais du mieux. Et une part du mieux tient certainement dans un des points que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire à propos, est-ce que du mieux, c'est pas des choses qu'on maîtrise mieux, sur lesquels on ne fait pas les apprentis sorciers, sur lesquels on ne se retrouve pas avec des situations aberrantes, qui sont d'ailleurs compliquées. On pourra se parler de l'histoire CIDEP, parce que moi je la trouve désastreuse, et la discussion entre la Direction Générale de la Santé et le Parlement sur ce sujet-là est épouvantable, une histoire épouvantable, c'est-à-dire que de malentendus complets qui a produit des catastrophes pour des gens. Maîtriser, moi j'entends aujourd'hui des chercheurs en informatique qui disent on nous fait aller beaucoup trop loin par rapport à ce que nous savons en fait gouverner. Et parfois le mieux c'est aussi du moins. C'est-à-dire la confrontation dans des choix à un numérique qui d'une part peut poser des questions environnementales, de sobriété, et d'autre part peut créer des nouvelles dépendances. On fait quoi quand ça marche pas? On fait quoi quand c'est maîtrisé par des acteurs sur qui on n'a pas prise, qui ont changé 12 fois de métier, etc. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Oui, je ne sais pas trop si je suis à ma place ici ce soir. Je venais par curiosité parce que je pense que je fais vraiment partie des handicapés numériques qui n'arriveront pas du tout à suivre, et même qui ne veulent plus suivre, parce que depuis que je suis à la retraite, quand je suis partie à la retraite, j'ai acheté un ordinateur et j'ai pris X. Au final, je vais faire très bref, finalement, je ne fais que écrire et lire des mails avec mes amis, ma famille, et c'est tout. Et le reste, je ne le fais pas. Voyez, regardez. J'ai lu à fond le livre de la défenseur des droits, il vient de sortir le rapport. Et je suis affolée, monsieur, parce que vous ne parlez, c'est peut-être pas la question d'aujourd'hui, mais vous ne parlez absolument pas des choses qui me paraissent si importantes, qui avaient été demandées dans le rapport de 2019, qui n'ont pas été suivies du tout, comme plein d'autres choses, et qui étaient des propositions de loi. Là, il y en avait une à l'Assemblée nationale en 2020 par rapport au droit de l'usager de traiter par courrier avec l'administration. Ensuite, en février 21, c'était le droit de l'usager, ça là c'était au Sénat, présenté au Sénat, le droit de l'usager d'être reçu à sa demande sur un site physique. Voilà.
Et donc, si vous voulez, ça me paraît mais quelque chose de fondamental, parce que c'est vraiment un abandon, un mépris de la population. Alors, il me manque peut-être des cases, je suis d'accord. Je n'ai pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère jardiner, voir des amis, aller au cinéma, lire. Mais ça, franchement, voilà. Donc, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi, beaucoup de gens qui n'évolueront pas beaucoup, pas forcément. Vous comprenez? Donc bientôt, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais bientôt on sera enterrés, les vieux, mais il n'y a pas que les vieux qui ne savent pas trop se débrouiller des fois. Il y a aussi des plus jeunes qui ont d'autres difficultés, ou je ne sais pas. Donc, moi, ça m'apparaît, mais un monde, vers quel monde allons-nous? Mais c'est un après, voilà. Donc, je crois au contraire que vous êtes exactement au bon endroit. C'est-à-dire que les boulots du défenseur des droits... Pardon. Je ne vais pas dormir de la nuit, parce que je me dis, mais c'est pas possible. De toute façon, vous allez bien être obligés, sinon il va vous flinguer, quoi. Parce on ne va pas disparaître. Enfin, on va disparaître prochainement, les uns les autres. Mais madame, vous avez... un certain pourcentage de personnes qui n'y arriveront pas. Alors, de mon point de vue, ça n'est pas un certain pourcentage de personnes, c'est à peu près tout le monde qui n'y arrive pas très bien. Simplement... Le monsieur qui a parlé là un petit peu avant, donc j'ai compris... Non. Bon, même lui qui sait se débrouiller, je sais que des gens normaux qui savent se débrouiller, des fois ils sont coincés. Voilà, c'est ce que je vous dis. Oui, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est la marge. Non, pas du tout. Ne croyez pas ça. C'est-à-dire, pour le coup, vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a chez tout un ensemble de gens une détresse. Moi, j'ai des gens, en tant que chercheur, qui me disent « je suis obsolète ». C'est-à-dire que c'est une chose absolument terrifiante. On est en train d'installer une modernité où je suis obsolète, c'est super violent. On est en train d'installer une modernité dont les gens ne veulent pas. Et je pense que le sens précis de la concertation qui s'est engagée ici, c'est est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Et probablement, le fait de dire on doit maintenir d'autres canaux, heureusement, il y a une part significative, alors souvent locale, des collectivités, qui disent en fait, nous aussi, on est d'accord avec ça, donc on va maintenir d'autres canaux, on va trouver des façons de faire, on va faire en sorte qu'il y ait des gens qui accompagnent, qu'il y ait des voies qui soient maintenues comme avant, qu'on ne soit pas en train de supprimer le papier, de supprimer les humains et tout ça. Et simplement, je pense que c'est vraiment un combat qu'il faut mener. Je vous donne un autre exemple, c'est justement qui était un des enseignements passionnants de la période de confinement. À un moment donné, il y a eu, je ne sais pas si vous en souvenez, on signait ces trucs aberrants d'autorisation de sortie pour aller faire quelques pas dehors. Je ne sais même pas comment ça a été possible. Et il fallait... D'abord, moi je ne comprenais rien à ce qui était écrit. Je me disais comment font les gens qui n'ont pas d'imprimante. Et derrière ça, je constatais qu'on était en fait tous, même moi, dans la mouise avec ça. Et là-dessus est arrivée une association qui a fait une version de ce formulaire en FALC, facile à lire et à comprendre. Le FALC étant une technique... Par exemple, maintenant, il y a un système de visio qui permet, depuis pas très longtemps, là, en fait, d'avoir des informations. Voilà. En janvier aussi, dernier, là, il y a Pôle emploi. Pôle emploi, oui. Qui, enfin, aussi a mis en place un service de visio, en fait. Donc, pour prendre rendez-vous, il est possible, en fait, d'avoir ce système. Donc là, sur l'inclusion numérique, en fait, ou l'accessibilité numérique, en fait, quelle est la différence? Quelle serait la différence pour vous? Alors, c'est un sujet très intéressant parce que beaucoup de gens pensent que pour les sourds, il n'y a pas de problème puisqu'il suffit de lire à l'écran. Et on sait très bien que le problème est plus riche et plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, une initiative remarquable qui a eu lieu il y a près de 20 ans dans cette région, WebSourd, c'était en fait, d'ailleurs c'était la première coopérative d'intérêt collectif qui a été montée en France sur un sujet numérique, a fait comprendre qu'il y avait
une autre difficulté, à partir du moment où, par exemple, on a investi cognitivement sur le fait de signer, on n'a pas forcément investi cognitivement sur le fait de maîtriser la langue écrite dans tous les sens. Et donc, la visio est quelque chose qui est donc important pour une partie significative des personnes dans cette situation de sourd de naissance, sourd profond ou devenu sourd, etc. Et en fait, ça veut dire que la massification, dès lors qu'on veut faire une réponse unique pour tout le monde, et qu'on se contente de vouloir développer en fait le marché du numérique, qu'on massifie et qu'on se dit, tiens, en créant X espace numérique, on va faire venir X personnes dedans et tout le monde va être formé à la même chose. On néglige le fait que les situations des gens sont extrêmement différentes. Les situations de handicap sont très très différentes les unes des autres. Tout à l'heure, on parlait vous parliez d'écran tactile. Moi, j'ai découvert des personnes ayant eu la polio. Pour elles, c'était épouvantable de travailler avec le tactile pendant une journée entière, etc. C'était une souffrance musculaire absolument terrible. Donc, en fait, si on pense qu'on va pouvoir proposer une solution unique, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, au contraire, c'est avoir conscience, quand on propose des systèmes numériques, de la diversité des situations auxquelles il faut répondre, et donc du fait que parfois il faut aussi avoir des alternatives non numériques, sinon on ne s'en sort pas. C'était Oui, bonsoir. Alors moi j'ai juste une question. Enfin, d'abord une remarque, effectivement, dans ce dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a un volet d'illusion numérique, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les gens savent s'en servir, mais dans les faits, très peu, y compris cette jeunesse qui est née avec un smartphone dans la main. C'est une catastrophe. Dès qu'ils ont une démarche administrative, ils sont perdus, ils ne savent pas par où l'attaquer, ils ne savent pas comment le faire. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Donc il y a ce volet-là où on a cette illusion que parce qu'on a l'outil, on sait s'en servir. C'est faux, hein, c'est parce que ça fait bien socialement. Il faut qu'on ait ça au niveau de notre société. Et deux, il y a aussi on parle beaucoup de démarches administratives, mais je pense qu'il y a aussi de donner Alors moi je suis forcément du côté obscur de la force, puisque je fais partie de ceux qui l'utilisent et qui souhaitent donner le goût d'utiliser du numérique à travers différentes approches, y compris dans les Fab Labs par exemple, où on amène le numérique à un autre biais qui est de dire on va partir du bricoleur qui va partager avec le geek entre guillemets, et le soudeur va apprendre à souder au geek, et le geek va apprendre à utiliser une machine numérique qui permettra de faire une pièce qu'on ne pouvait pas faire pour un soudeur. Les gens d'endroits-là, enfin d'approche, se diversifient de plus en plus, et y compris des gens qui, on le voit sur des étudiants où il y a des plannings dans les facultés, et je pense que vous les connaissez parfaitement, ils sont inutilisables, et où les étudiants finissent par reprogrammer eux-mêmes un planning partagé entre copains pour faire qu'il soit plus efficace, et les profs s'en resservent. Enfin, et on voit bien qu'il y a une reprise en main, y compris de l'outil, parce qu'il n'est pas si compliqué, et il y a de plus en plus dans les avantages de la reprise numérique d'avoir une facilité d'utilisation, ce qui il y a 20 ans en arrière était compliqué aussi. Il fallait savoir coder dans un langage incompréhensible, alors que maintenant ça devient à la portée de tous. Donc il y a aussi des avantages à pouvoir reprendre la main sur le numérique. Alors c'est un peu pour remettre un peu de positif, mais je pense qu'on peut se le réexploiter, et je pense qu'on a aussi dans les tiers-lieux de plus en plus de gens qui sont prêts à dire moi je peux aider s'il y a un souci, parce que la généralité ça n'existe pas, il faut traiter du cas par cas, et on a de plus en plus d'expériences où il y a des communautés qui vont se créer pour répondre à un besoin spécifique, et qui sont prêts à le faire. Peut-être rapidement là-dessus, donc on s'est beaucoup dit là depuis le début que les technologies ne sont pas neutres. Elles embarquent des modèles, des visions, et des visions qui étaient plus désirables que d'autres. Ce qu'on s'est aussi dit, c'est que dans les visions les moins désirables, eh bien, un des enjeux, c'est que c'était des visions très individualisantes du numérique qui étaient embarquées. C'est-à-dire, on vous laisse tout seul face à votre usage. Il y a cet imaginaire, cette couche de discours qui laisse penser qu'on va s'en tirer. Ça va à peu près bidouiller. Alors, on va y mettre des raisons. On va laisser penser que les jeunes vont pouvoir être plus facilement à l'aise. Or, ça ne marche pas comme ça. On peut tous être le fragile de quelqu'un, on sera tous le fragile potentiel de demain,
Et il y a des réalités beaucoup trop différentes du numérique. Être à l'aise sur TikTok rend pas plus à l'aise sur info.gouv.fr. Et ça, c'est quand même une réalité qu'il faut bien avoir en tête. Et ce qu'on se rend aussi compte, c'est que un des effets qu'il faut contrer, c'est justement cette dynamique extrêmement individualisante. Il faut redonner ce qu'on peut appeler la solidarité du dernier kilomètre. C'est-à-dire que, en gros, avoir bien en tête que plus on met du numérique, plus il faut de l'humain, plus il faut de l'accompagnement, et il faut de l'écosystème, il faut des environnements qui soient capacitants, il faut remettre des réseaux autour des gens, des communautés. C'était quand même un des esprits de départ du web avant qu'il soit victime du numérique, qu'il soit victime de prédation par des enjeux marchands. C'est remettre les communautés en jeu, en route, pour qu'elles puissent accompagner les services, parce que sinon, on se retrouve à avoir des outils très très puissants qui vont complètement déréguler des domaines, et les gens n'ont pas forcément les compétences pour s'en tirer. Prenez l'information. Le web est devenu un outil tellement puissant que vous avez énormément d'informations qui circulent, mais au final, à force de partage, de repartage, on a complètement perdu où est la source, d'où ça vient, etc. Et ça devient illisible, en fait. Et ça finit par avoir des réseaux sociaux qui sont des machines incroyables, la propagande et la fausse nouvelle, et on ne peut plus trop s'en tirer, tellement c'est puissant. Et déconnecter de nos capacités cognitives individuelles, en tout cas. Alors que si on avait des formes de modération beaucoup plus collectives, où des communautés s'investissent sur des thèmes, etc., et on pourrait au moins partiellement reprendre la main. Alors, on a été alerté par les vrais patrons de cette salle, c'est-à-dire Hélène, ici présente, qui est conseillère numérique, Davy, ici présent, qui est l'homme de la participation citoyenne, et puis les personnes qu'on ne voit pas, qui sont davantage du côté social, solidarité, etc., et qui ont fabriqué cette tambouille. On a été avertis du fait qu'il nous reste en gros 3 minutes. Peut-être juste une dernière question. C'est une monnaie fondante, donc il y a eu, je pense, une dernière question. Nous, on dit encore un mot, et la bonne nouvelle, c'est que derrière, vous allez pouvoir continuer, puis on sera avec vous, mais dans des formes d'ateliers, donc on va jouer sur la frustration. Alors, je sais qu'il y avait d'autres questions aussi ici, on va voir si on a le temps, sinon c'est toujours un petit peu frustrant cet envoi s'il faut arrêter. Gardez vos questions pour les débats, c'est des choses dont on va pouvoir débattre plus tard. Merci. Merci, bonsoir. Moi, je serai très courte. C'est pas une question, c'est une remarque. J'aimerais vraiment que quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, qu'on ait vraiment une pensée sur le numérique responsable, sur l'obsolescence programmée de toutes ces choses, du matériel, enfin le hard et compagnie, et qu'on ait vraiment une pensée que si on forme beaucoup de gens à l'utilisation, on a depuis longtemps et vraiment depuis beaucoup d'années oublié la nette étiquette. Et que parce qu'il y a une montée en puissance des capacités, on oublie complètement que le poids du numérique. Et voilà, c'est une pollution qui ne se voit pas, on est vraiment au pied du mur. Voilà, je voulais juste rappeler ça, et que dans nos formations, on n'oublie pas de former les gens aussi à pas faire n'importe quoi une fois qu'ils ont un peu les clés. Merci. Monsieur, il y a... Allez. Oui, tout ce transfert vers le numérique aussi, ça se fait pour des questions d'économie, que ce soit pour les services de l'État ou pour les sociétés privées. On supprime tous les services de support avec des contacts personnels, on supprime les bureaux pour transférer tout ça sur des questions numériques, voire des répondeurs automatiques. Et ma question, c'est un petit peu, je vois qu'il y a des tiers-lieux qui commencent à se créer, mais qui sont souvent, qui sont participatifs, c'est très bien, mais qui sont souvent gérés par des bénévoles. Donc est-ce que c'est pas quand même un transfert d'un support avec un certain coût qui aurait dû normalement être supporté par ces sociétés ou ces services de l'État vers des structures bénévoles, certes très bien, mais dont c'est quand même pas tout à fait l'objectif initial. Donc, peut-être pour rebondir sur vos deux intervenants, parce qu'elles sont vraiment convergentes à mon avis. C'est-à-dire la question de se dire, qu'est-ce qui se passe si on considère que derrière le numérique, il y a des enjeux collectifs, il y a des enjeux, en l'occurrence, quand on va parler de sobriété, on va à la fois parler de sobriété au sens écologique et environnemental, mais on va aussi parler de sobriété attentionnelle, de baisser la charge et ainsi de suite, et aussi, vous l'avez dit, de maîtriser. Une part de cette maîtrise, moi j'ai l'impression que vous l'avez raconté sous une forme quand est-ce qu'on peut bricoler, quand est-ce qu'on peut faire des choses ensemble,
Et puis, est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques que des modèles prédateurs? En l'occurrence, il y en a un qui est assez fort, qui est le modèle des communs, qui est le modèle de la contribution, de la production collective, l'économie des communs qui est très riche, qui est celle qu'on voit à l'œuvre dans Wikipédia, dans OpenStreetMap, dans tout un ensemble de constructions collectives que le numérique a favorisé, et qui est à peu près l'opposé d'un modèle prédateur, d'un modèle qui va essayer j'allais dire, d'aller vers du toujours plus. Et j'ai l'impression que ça fait partie des munitions que vous avez pour la discussion que vous allez pouvoir engager maintenant, et où on sera dans un petit coin comme ressources dans vos tables, mais c'est fait de dire comment est-ce qu'on peut arriver à formuler des choix positifs sur lesquels on a une certaine maîtrise, sur lesquels on a quelques leviers, etc. Et ça répond à quoi? Moi, je reviens juste à ce que vous avez raconté, ce qu'ont raconté les partenaires en vidéo en introduction. En fait, en racontant qu'il y a des questions intergénérationnelles, il y a des questions qui sont assez fortes en la matière et qui sont en fait des super atouts. Je reviens quand même sur le fait que les seniors se considèrent eux-mêmes comme nuls en numérique. Les usages des seniors sont les usages qui ont le plus augmenté ces dernières années, de façon verticale. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils en soient heureux, etc. Mais il y a aussi des gens qui choisissent de ne pas, et la difficulté, c'est est-ce que l'aire de choix peut rester? Deuxième chose qui s'est racontée, c'est en fait que c'est le risque du non-recours au droit, typiquement la focale défenseur des droits, la fracture administrative, etc. Là encore, c'est un sujet qui appelle des réponses sur le rôle que joue le numérique pour renforcer l'accès aux services publics ou au contraire pour l'affaiblir. Et il y a une grosse ambivalence là-dessus qu'il faut traiter. Et la troisième chose, c'est ce que vous racontez, c'est un numérique des sociabilités, des pratiques collectives. Et là-dessus aussi, vous avez des acteurs sur ce territoire. Je trouve que ces trois pistes, c'est pas les seules, mais c'est quand même déjà pas mal. J'ai envie d'ajouter, puisque c'est un des sujets d'aujourd'hui, que vous avez aussi le sujet numérique et citoyenneté, c'est-à-dire est-ce que le numérique va faire que si j'ai pas accès, je suis un citoyen de seconde zone, ou au contraire, est-ce que le numérique va plutôt venir en auxiliaire de démarches participatives, à condition qu'ils ne soient pas exclusifs, hein. Mais ça je parle sous le contrôle du spécialiste maison, je pense que tu sais. Et donc, on a X enjeux sur lesquels le numérique n'est pas l'horizon, mais le numérique est quelque chose sur lequel il y a des choix à faire. Il y a des choix dans les dispositifs, il y a des choix dans les configurations, il y a peut-être parfois des choix du moins et du mieux. Voilà, moi j'en dis pas forcément plus, je pense que c'est vraiment le moment que vous alliez vous ruer sur la discussion et sur la contribution, puisque c'est ça qu'on attend de vous ce soir. En fait. Exactement. On va faire la dernière question. Bonsoir. Très courte. On parle effectivement des enjeux collectifs et effectivement, je rejoins le fait de soulever que l'écologie et la sobriété numérique est importante, mais il y a aussi, à mon avis, aussi un problème concernant l'attention et la guerre qui est faite aujourd'hui par les acteurs pour monopoliser l'attention, surtout pour nos enfants, par exemple. Et donc on parlait des vieux, mais il y a aussi les jeunes qui sont ciblés, clairement ciblés, économiquement, massivement. Et on a aussi là un problème. Et on peut même se demander, parce qu'on va essayer de travailler, ces acteurs-là essaient de travailler sur les capacités cognitives de l'être humain, tout simplement. À un moment donné, est-ce que le numérique joue pas contre l'homme, quoi? Et est-ce qu'il n'est pas un danger pour nous? À un moment donné, on parlait d'écologie normale, mais aussi l'écologie de l'humain, tout ça. C'est-à-dire, est-ce que le numérique n'est en fin de compte, bien sûr, pas un univers miraculeux à la bétavère qu'on veut nous vendre, mais au contraire quelque chose de plutôt sombre et dont il faut se méfier. Et merci encore à Jacques-François et Clément pour les interventions et à vous tous pour votre participation.